Un chien abandonné a soudainement sauté dans la piscine. Ce qui s'est passé a surpris tout le monde. Le bruit de l'eau éclaboussant a déchiré le silence matinal. En cet instant fugace, le temps sembla se figer, alors que le corps fatigué de Léo plongeait dans l'eau froide de la piscine. Ses muscles, déjà épuisés par des jours d'errance, criaient en signe de protestation. Mais la vue du petit Lucas se débattant dans l'eau repoussa toute douleur. Il y a 7 jours, cette même famille l'avait abandonné sur une route solitaire, le laissant mourir. Et pourtant, le voilà, luttant contre le courant, essayant désespérément de sauver leur enfant. Dans son cœur, il n'y avait ni hésitation ni ressentiment, seulement un amour pur et inconditionnel. Il restait sa famille. Chers amis, embarquons ensemble pour une histoire qui réchauffe le cœur. Dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Vos likes et votre engagement comptent énormément pour nous. Maintenant, commençons ce voyage incroyable ensemble. Laissez un pouce bleu si Léo vous émeut. Les Dupont semblaient tout avoir. Une maison coloniale pittoresque dans les banlieues huppées de Boston, Massachusetts, où des pelouses impeccables s'étendaient entre des maisons de style victorien. Pierre Dupont, à 42 ans, avait bâti sa réputation comme l'un des banquiers d'investissement les plus respectés de la ville chez Morgan Stanley. Son sens aigu des affaires et sa personnalité charismatique lui avaient valu non seulement la richesse, mais aussi la confiance de l'élite de Boston. Avec ses cheveux poivre et sel et ses costumes sur mesure, il incarnait la réussite, bien que dernièrement, des rides d'inquiétude aient commencé à se creuser plus profondément autour de ses yeux. Claire Dupont, sa femme depuis 18 ans, apportait de la chaleur à leur foyer. À 39 ans, elle consacrait sa vie à enseigner aux élèves de 3e année à l'école primaire Riverside. Sa nature douce et sa patience la rendaient adorée des élèves et des parents alike. Elle avait une manière de faire en sorte que chacun se sente écouté et valorisé, une qualité qui s'étendait au-delà de sa salle de classe, à son rôle de mère et d'épouse. Ses cheveux auburn et ses yeux bienveillants reflétaient l'esprit nourricier qui définissait son caractère. Leur fille, Sophie, à 16 ans, était un mélange parfait de ses 2 parents. Elle avait hérité de la détermination de son père et de la compassion de sa mère. En tant que présidente du club des droits des animaux de son école et bénévole au refuge animalier local, elle défendait les causes qui lui tenaient à cœur. Sa relation avec Léo, leur Golden Retriever, allait au-delà du lien typique entre un maître et son animal. Ils étaient des confidents inséparables. De nombreuses nuits trouvaient Sophie dans le jardin, partageant ses soucis d'adolescente avec Léo, qui écoutait avec une attention inébranlable. Lucas, âgé de 2 ans, était la bénédiction inattendue qui complétait leur famille. Son arrivée avait apporté une nouvelle joie au foyer, surtout à Léo, qui s'était autoproclamé gardien personnel du tout-petit. La vue du massif Golden Retriever suivant doucement le bambin chancelant dans la maison, assurant sa sécurité, était devenue une scène courante chez les Dupont. Léo lui-même était plus qu'un simple animal de compagnie. Sauvé il y a 7 ans dans un refuge local, il était passé d'un chiot abandonné et craintif à un compagnon noble et loyal. Son pelage doré, montrant désormais de légères traces de gris autour de son museau, brillait encore au soleil alors qu'il patrouillait dans leur jardin. Ses yeux marron chaud portaient une intelligence et une profondeur émotionnelle qui faisaient parfois se demander à la famille s'il comprenait plus qu'il ne le réalisait. La vie des Dupont tournait autour de leur vaste maison victorienne sur l'avenue des Érables, avec son porche enveloppant et son jardin soigneusement entretenu. Le jardin, le royaume de Léo, abritait une grande piscine creusée, où la famille passait d'innombrables après-midi d'été. La zone de la piscine était la fierté de Claire, entourée de buissons fleuris et de chaises longues confortables, en faisant le cadre parfait pour les rassemblements de quartier. Leur routine quotidienne avait une prévisibilité confortable. Pierre partait tôt pour le quartier financier, mallette à la main, tandis que Claire jonglait avec la préparation de Lucas pour la garderie et de Sophie pour l'école. Léo disait au revoir à chaque membre de la famille avec un léger coup de museau,
puis prenait son poste près de la fenêtre de devant, attendant leur retour. Les soirées signifiaient des dîners en famille, des sessions de devoirs avec Léo couché à leurs pieds, et des promenades paisibles dans le quartier. De l'extérieur, ils semblaient vivre le rêve américain. Leurs cartes de Noël, mettant en scène toute la famille, y compris Léo, dans des pulls assortis, peignaient une image de bonheur parfait. Les Dupont étaient actifs dans leur communauté, organisaient des événements caritatifs et semblaient incarner tout ce que leur quartier aisé valorisait. Même leur voisin d'à côté, Victor Moreau, commentait souvent qu'il représentait la famille idéale. Mais sous cette surface polie, des fissures invisibles commençaient à se former. Les nuits tardives de Pierre au bureau étaient devenues plus fréquentes, et le sourire de Claire n'atteignait plus tout à fait ses yeux. Sophie remarquait les disputes chuchotées entre ses parents, rapidement étouffées lorsque les enfants ou les voisins étaient présents. Seul Léo semblait percevoir la tension croissante, ses instincts protecteurs le poussant à rester plus près de chaque membre de la famille, en particulier du petit Lucas. Ce que personne dans le quartier n'aurait pu deviner, c'est que cette famille, apparemment parfaite, allait bientôt affronter une crise qui mettrait à l'épreuve non seulement leurs liens entre eux, mais aussi la véritable signification de la loyauté, de l'amour et de la rédemption. Et au centre de tout cela se trouverait Léo, le fidèle Golden Retriever, dont l'amour inconditionnel révélerait à la fois les profondeurs de la cruauté humaine et les hauteurs du pardon. Les fissures dans la façade parfaite des Dupont commencèrent par des changements subtils dans leur riche quartier de Beacon Hill. Victor Moreau, leur voisin d'à côté, était récemment devenu plus qu'un simple magnate de l'immobilier prospère, vivant dans la plus grande maison de la rue. Ses visites fréquentes pour discuter d'opportunités d'investissement avec Pierre devenaient plus longues et plus secrètes, s'étendant souvent tard dans la nuit. Depuis son lit près de la fenêtre du bureau, Léo observait ces réunions avec une inquiétude croissante, ses instincts captant la tension qui emplissait la pièce. Victor Moreau imposait une présence dans la communauté. À 55 ans, ses cheveux argentés et ses costumes coûteux projetaient une aura de succès et de fiabilité. Sa réputation de transformer des propriétés en difficulté en investissements rentables avait fait de lui une légende dans les cercles immobiliers de Boston. Mais sous ses dons caritatifs et ses sourires amicaux se cachait un esprit calculateur qui voyait des opportunités dans les malheurs des autres. Son intérêt récent pour la propriété des Dupont n'était pas juste une préoccupation de voisin. C'était le premier pas dans un plan soigneusement orchestré. Le quartier lui-même était devenu un champ de bataille de guerre sociale subtile. Alors que les valeurs immobilières montaient en flèche, les résidents de longue date se trouvaient sous pression pour vendre aux promoteurs avides de construire des condominiums de luxe. Victor Moreau se tenait au centre de cette transformation, son entreprise acquérant discrètement propriété après propriété. La maison victorienne des Dupont, avec son emplacement privilégié et son architecture historique, était la pièce manquante dont il avait besoin pour compléter son dernier projet de développement. La pression financière commençait à s'accumuler pour les Dupont de manière qui n'était pas immédiatement visible pour leur cercle social. La firme d'investissement de Pierre avait subi des pertes significatives et les tentatives de récupération par des entreprises de plus en plus risquées n'avaient fait qu'aggraver la situation. Les frais de scolarité coûteux de l'école privée pour Sophie, l'hypothèque sur leur maison historique et la dette croissante des cartes de crédit créaient une tempête parfaite de stress financier. Claire remarqua les changements en premier. Les avis de paiement retardés soigneusement cachés dans le tiroir du bureau de Pierre. La carte de crédit refusée à l'épicerie. La façon dont il tressaillait quand elle mentionnait des projets de vacances futures. Mais c'était Léo qui ressentait le tumulte plus profond. Il commença à passer des nuits aux côtés de Pierre, alors que l'homme était assis dans son bureau, la tête dans les mains, entouré de relevés financiers et de factures impayées. Sophie, elle aussi, ressentait les dynamiques changeantes. Les absences de son père à ses compétitions d'équipe de débat devenaient plus fréquentes, expliquées par des engagements professionnels. Le jardin habituellement impeccable de sa mère montrait des signes de négligence, et les dîners familiaux devenaient silencieux ou remplis de conversations forcées
et de regards évités. Seul Léo restait constant, sa présence stable, offrant du réconfort durant des temps de plus en plus incertains. La communauté restait aveugle aux luttes des Dupont, alors qu'ils maintenaient leurs obligations sociales avec des sourires maîtrisés. Ils organisaient encore leur barbecue annuel d'été, bien que Claire ait remarqué qu'ils servaient des vins moins chers et moins de plats. Le comité de charité du quartier se réunissait encore dans leur salon, avec Léo saluant fidèlement chaque membre, inconscient que le monde de sa famille s'effritait lentement. Le petit Lucas, trop jeune pour comprendre l'attention, continuait ses aventures quotidiennes avec Léo comme gardien. Les instincts protecteurs du Golden Retriever semblaient s'intensifier à mesure que le stress domestique augmentait. Il commença à dormir devant la chambre de Lucas, au lieu de son endroit habituel dans la cuisine, comme s'il sentait que le tout-petit avait besoin d'une protection supplémentaire contre la tempête qui se préparait. L'influence de Victor Moreau devenait plus marquée au fil des semaines. Ses offres de conseils financiers à Pierre devenaient plus insistantes, ses visites plus fréquentes. Il commençait à laisser tomber des allusions sur ce que les promoteurs paieraient pour des propriétés comme celle des Dupont, ces mots soigneusement choisis pour semer des graines de désespoir dans l'esprit de Pierre. Léo grognait doucement chaque fois que Moreau entrait dans leur maison, ce qui lui valait des réprimandes sévères de Pierre, mais des regards compréhensifs de Sophie. Le point de rupture approchait avec la discrétion d'une tempête qui se rassemble. Alors que l'automne transformait les érables bordant leur rue en or, les Dupont faisaient de face à des choix impossibles. Leur vie parfaite était en équilibre sur le fil du rasoir, avec Victor Moreau attendant patiemment leur chute. Aucun d'eux n'aurait pu prédire que leur fidèle Golden Retriever deviendrait à la fois témoin de leur plus grande honte et la clé de leur rédemption. Alors que l'hiver approchait, l'amour inconditionnel de Léo allait être testé de manière qui révélerait la véritable nature de la loyauté, de la trahison et du prix des choix désespérés. Le stratagème d'investissement se déroula comme une tragédie parfaitement chorégraphiée, lors d'une des visites nocturnes de Victor Moreau, dans la chaleur du bureau de Pierre, avec Léo couché vigilant près de la porte. Moreau présenta ce qu'il appelait l'opportunité d'une vie. Ces mots coulaient doucement, alors qu'il décrivait un projet de développement immobilier qui promettait des rendements semblant trop beaux pour être vrais. Pour Pierre, noyé dans des dettes cachées et désespéré pour une solution, c'était comme une bouée de sauvetage qui lui était lancée. « Réfléchis-y, Pierre », dit Moreau, étalant des brochures brillantes sur le bureau en acajou. Un retour de 300% en 6 mois. C'est le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Alors que ses doigts manucurés traçaient les graphiques de profit, projetés avec une précision exercée, les oreilles de Léo se dressèrent au son d'un ton inhabituel dans la voix de Moreau, un ton qui hérissait son poil. Pierre investit tout, leurs économies, le fonds universitaire de Sophie, même une seconde hypothèque sur leur maison. La décision vint après des nuits de disputes avec Claire, ses larmes et protestations tombant dans l'oreille d'un sourd. « Nous devons faire confiance à Victor », insista Pierre, sa voix portant une conviction désespérée. Il n'a jamais induit personne en erreur. Seul Léo, observant depuis le coin, semblait percevoir l'éclat prédateur dans les yeux de Moreau lorsque les papiers furent signés. Le premier mois apporta des retours prometteurs, de petits gains que Moreau orchestra soigneusement pour renforcer la confiance. Pierre commença à passer plus de temps au casino local, convaincu qu'il pouvait multiplier ses premiers profits. Le jeu commença petit, quelques centaines de dollars ici, 1 millier là, mais devint rapidement une addiction à part entière. Il rentrait tard, sentant la cigarette et le désespoir, avec Léo attendant fidèlement près de la porte, ses yeux marrons remplis d'inquiétude. Claire découvrit la vérité un après-midi pluvieux en organisant le bureau de Pierre. Cachée derrière des dossiers fiscaux, elle trouva des reçus de jeu et des lettres menaçantes de prêteurs sur gage. L'ampleur de leur ruine financière la frappa comme un coup physique. Léo la trouva pleurant sur le sol du bureau, des papiers éparpillés autour d'elle, et pressa son corps chaud contre sa forme tremblante, offrant le réconfort qu'il pouvait. Sophie, malgré sa jeunesse,
reconstituait la situation familiale à travers des conversations entendues et le comportement de plus en plus erratique de son père. Elle remarqua comment les visites de Moreau coïncidaient avec l'anxiété croissante de son père, comment leur maison autrefois fière commençait à montrer des signes de négligence. Lors de ses conversations nocturnes avec Léo dans le jardin, elle confiait ses peurs. « Quelque chose ne va vraiment pas, Léo », murmurait-elle dans son pelage. « Papa est différent, et Monsieur Moreau, il me fait peur. » La situation se détériora rapidement à l'approche de l'hiver. Le stratagème d'investissement de Moreau se révéla être une fraude élaborée, conçue pour pousser les familles à la saisie, afin qu'ils puissent acquérir leurs propriétés à une fraction de leur valeur. Pierre découvrit la vérité trop tard. Leur argent était parti, englouti dans des sociétés fictives et de faux développements. La révélation survint lors d'une confrontation houleuse dans le bureau de Moreau, où Pierre vit enfin à travers le tissu de mensonges. « Tu as tout planifié dès le départ », accusa Pierre, sa voix se brisant. La réponse de Moreau fut un sourire froid et un rappel des contrats juridiquement contraignants que Pierre avait signés. « Les affaires sont les affaires, Pierre. Tu aurais dû lire les petites lignes. » La menace d'une action en justice pesait lourdement dans l'air, accompagnée d'allusions aux dettes de jeu de Pierre qui pourraient détruire sa réputation professionnelle. Cette nuit-là, Pierre rentra chez lui, brisé. Claire le trouva dans la cuisine, fixant un verre de whisky d'un regard vide, tandis que Léo était couché à ses pieds, offrant un soutien silencieux. « Nous allons tout perdre, » murmura Pierre, sa voix creuse. « La maison, nos économies, tout. » La colère de Claire se dissipa à la vue de la défaite de son mari, remplacée par une peur écrasante pour l'avenir de leur famille. Le coup final vint sous la forme d'un avis de la banque, menaçant d'une saisie immédiate. Moreau, jouant son rôle à la perfection, arriva avec une offre d'acheter leur maison pour une fraction de sa valeur. « C'est le seul moyen d'éviter une ruine totale », expliqua-t-il, sa sympathie aussi fausse que son stratagème d'investissement. « Pense à tes enfants, Pierre. » Léo observait depuis son coin, alors que le monde de la famille s'effondrait. Il voyait les conversations étouffées, les larmes, le désespoir croissant. Ses instincts lui disaient que quelque chose de terrible se préparait, mais sa loyauté ne vacillait jamais. Chaque nuit, il maintenait sa routine. Vérifier Lucas, réconforter Sophie, se coucher près de Pierre ou Claire chaque fois que leurs sanglots brisaient le silence de la nuit. Alors que les Dupont faisaient face à leur heure la plus sombre, aucun d'eux ne réalisait que leur fidèle Golden Retriever deviendrait à la fois une victime de leur désespoir et, ultimement, leur salut. La décision qu'ils étaient sur le point de prendre mettrait en branle une chaîne d'événements qui testerait les limites de l'amour, de la loyauté et de la rédemption de manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Claire était au milieu d'une conférence parents-enseignants quand elle reçut un texto urgent d'un ancien employé de Moreau. Le message contenait des images de caméras de sécurité du bureau de Moreau, le montrant en train de déchiqueter des documents tard dans la nuit. Plus troublant encore étaient les enregistrements audio, capturant des plans pour utiliser des tactiques musclées contre les propriétaires résistants. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle réalisait la profondeur de la corruption de Moreau. L'enquête de Sophie l'avait menée à une découverte choquante. Grâce à son bénévolat au refuge, elle avait découvert un lien entre la société de développement de Moreau et un réseau illégal de combat de chiens. Les animaux abandonnés des maisons saisies ne finissaient pas tous dans des refuges. Certains étaient vendus à des organisateurs de combat. Elle était assise dans la bibliothèque de l'école, des larmes coulant sur son visage, alors qu'elle documentait ses découvertes. L'atmosphère oppressante du matin était ponctuée d'activités étranges autour de leur maison. Des voitures banalisées passaient lentement, leurs occupants prenant des photos. Des hommes en costume faisaient ostensiblement des mesures de la ligne de propriété, ricanant quand Claire essayait de les questionner. Les tactiques d'intimidation de Moreau devenaient plus évidentes, plus menaçantes. À l'intérieur de la maison, Lucas jouait tranquillement dans le salon, inconscient du tumulte adulte qui tourbillonnait autour de lui. Le monde du tout-petit s'était rétréci depuis le départ de Léo.
Il ne courait plus avec excitation vers les fenêtres, ni ne demandait à jouer dans le jardin. Sa boîte à jouets restait largement intacte, sauf pour un golden retriever en peluche qu'il portait partout. Alors que midi approchait, Claire remarqua Moreau engagé dans une discussion animée avec des ouvriers de construction près de leur ligne de propriété. À travers la fenêtre de la cuisine, elle pouvait le voir gesticuler avec colère vers leur maison, sa façade de soucis voisins complètement tombée. Quand il la surprit à regarder, son sourire revint, froid et menaçant. Le détective privé de Pierre appela avec des nouvelles urgentes. Les preuves qu'ils avaient rassemblées suggéraient que Moreau ne travaillait pas seul. Il avait des connexions au bureau de l'urbanisme, aux banques locales, même aux forces de l'ordre. La corruption était plus profonde que quiconque ne l'avait soupçonné, et leur enquête n'était pas passée inaperçue. « Faites attention », avertit le détective. « Ces gens jouent gros. » La directrice du refuge appela Sophie pendant sa pause déjeuner, sa voix tremblante. Plusieurs de leurs caméras de sécurité avaient été vandalisées pendant la nuit, et des dossiers documentant les abandons d'animaux dans les zones de développement de Moreau avaient disparu. Le message était clair. Quelqu'un essayait de couvrir ses traces. Sophie sentit les murs se refermer, mais sa détermination ne fit que croître. Le contact journaliste de Claire tendit la main avec des informations troublantes. D'autres familles, qui avaient essayé d'exposer les stratagèmes de Moreau, avaient subi de graves conséquences. Accidents mystérieux, pertes soudaines d'emplois, inspections sanitaires inattendues de leurs entreprises. Le schéma était clair. Moreau avait des moyens de faire taire ses critiques. Le temps semblait refléter la tension croissante, avec des nuages sombres s'amoncelant et un vent vif se levant. La couverture de la piscine flottait de manière inquiétante, ses attaches desserrées par la récente tempête. Claire nota mentalement de la sécuriser plus tard, ignorant à quel point ce détail deviendrait crucial. Alors que l'après-midi approchait, Moreau fit son dernier coup de force. Il arriva chez les Dupont sans s'annoncer, armé de nouveaux documents. Les termes avaient changé. Ils avaient maintenant 48 heures pour quitter les lieux, et non la semaine précédemment convenue. Quand Pierre protesta, le masque agréable de Moreau glissa complètement. « Des accidents arrivent aux gens qui ne coopèrent pas », dit-il doucement, ses yeux froids, surtout à leurs enfants. La menace plana dans l'air comme un poison. Pierre sentit son monde vaciller, hors de contrôle. Les preuves qu'ils avaient rassemblées semblaient soudain insignifiantes face à un danger aussi direct pour sa famille. Claire, entendant la conversation, serra Lucas plus fort contre sa poitrine, tandis que Sophie restait figée dans les escaliers, enregistrant tout sur son téléphone. Aucun d'eux ne remarqua la silhouette dorée boitant dans leur rue, se rapprochant à chaque pas douloureux. Le retour de Léo était sur le point de coïncider avec le moment le plus dangereux que sa famille ait affronté. La scène était prête pour une confrontation qui exposerait non seulement la corruption de Moreau, mais aussi la véritable signification de la loyauté et du courage. Le vent se renforça davantage, en voyant la couverture de la piscine flotter comme une voile. Lucas, momentanément laissé sans surveillance dans le chaos des menaces de Moreau, trottina vers la porte arrière. La tempête était sur le point d'éclater, littéralement et figurativement, alors que tous les fils variés de tension convergeaient vers une conclusion explosive. À cet instant, Léo gravit la dernière colline surplombant son ancienne maison. Malgré son épuisement, malgré ses blessures, son pas s'accéléra. Un instinct profond lui disait que sa famille avait besoin de lui, maintenant plus que jamais. La loyauté qu'il avait ramenée chez lui allait être testée de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La confrontation explosa dans le salon des Dupont avec la force d'une tempête qui se rassemble. Moreau se tenait près de la cheminée, son masque de civilité enfin abandonné alors qu'il exposait leurs options. Signer immédiatement la maison ou faire face à des conséquences au-delà de la simple ruine financière. Pierre tint bon, bien que ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il tenait l'enveloppe contenant les preuves des crimes de Moreau. « Tu n'as aucune idée de ce avec quoi tu te bats », ricana Moreau, son extérieur poli se fissurant pour révéler quelque chose de plus sombre en dessous. « Penses-tu vraiment que ton enquête d'amateur signifie quelque chose ?»
Je possède la moitié du conseil municipal, Pierre. Tes preuves ne verront jamais la lumière du jour. La menace dans sa voix était indéniable. Claire se déplaça pour se tenir aux côtés de son mari, son calme d'enseignante cédant à une fureur maternelle. « Tu peux nous menacer, » dit-elle, sa voix ferme malgré sa peur. « Mais tu as sous-estimé ce que des parents feront pour protéger leurs enfants. » Sophie se tenait dans les escaliers, son téléphone toujours en train d'enregistrer, son cœur battant, alors qu'elle regardait la confrontation se dérouler. La tension dans la pièce fut soudain brisée par un son qui fit s'arrêter tous les cœurs. Un éclaboussement dans le jardin, suivi du cri terrifié de Lucas. Le temps sembla se figer pendant une fraction de seconde avant que le chaos n'éclate. Le cri de Claire perça l'air, alors qu'ils réalisèrent que Lucas avait erré sur la couverture de piscine desserrée pendant qu'ils étaient distraits par les menaces de Moreau. Les instants suivants se déroulèrent au ralenti. Pierre et Claire coururent vers la porte arrière, mais Moreau bloqua leur chemin, utilisant le moment de panique pour saisir l'enveloppe de preuves. Dans la lutte qui suivit, Pierre fut repoussé, sa tête heurtant le cadre de la porte. Le chemin de Claire vers la piscine fut bloqué par des meubles de patio tombés, déplacés par les ouvriers plus tôt dans la journée. Le cri de Sophie depuis le patio traversa le chaos. « Lucas! Oh mon Dieu! Lucas !» La couverture de la piscine s'était partiellement effondrée, créant un piège mortel d'eau et de matériaux lourds. La petite forme du tout-petit était à peine visible sous la bâche sombre, ses luttes s'affaiblissant à chaque seconde. C'est à ce moment précis que Léo surgit par la porte latérale. Malgré son épuisement, malgré 7 jours de difficultés et de blessures, il n'hésita pas. La vue de Lucas en danger réveilla quelque chose de primal en lui, effaçant tout souvenir de son abandon, toute douleur physique, tout épuisement. Moreau, voyant l'arrivée de Léo, révéla la profondeur finale de sa cruauté. Il se déplaça pour bloquer l'accès à la piscine, supposant que le chien blessé ne représentait aucune menace. « Eh bien, regardez qui est de retour !» ricana-t-il. « Le cabot revient juste à temps pour regarder. » Ces mots furent interrompus alors que Léo, puisant une force dans une réserve profonde, se lança sur Moreau. L'impact les envoya tous deux s'étaler, dégageant le chemin vers la piscine. Léo ne perdit pas une seconde sur Moreau, bondissant immédiatement vers l'eau. Sans hésitation, il plongea dans la piscine froide, disparaissant sous la couverture lourde. Les moments suivants furent éternels, alors que tout le monde retenait son souffle. Sous l'eau, Léo luttait contre le matériau enchevêtré. Sa vision était floue, mais ses instincts étaient aiguisés. Il pouvait sentir l'emplacement de Lucas grâce aux vibrations dans l'eau, pouvait sentir les mouvements affaiblissants de l'enfant. Le temps était compté. Avec une force désespérée, Léo déchira la couverture, créant une ouverture. Au-dessus de l'eau, la scène continuait à se dérouler dans le chaos. Claire criait le nom de Lucas. Pierre se relevait avec difficulté, du sang coulant de sa tempe, et Sophie appelait les services d'urgence avec des mains tremblantes. Moreau gisait là où il était tombé, son expression un mélange de choc et de rage. Puis, comme un miracle, Léo refit surface, la chemise de Lucas doucement serrée dans ses dents. Les pattes puissantes du chien brassaient l'eau, alors qu'il tirait le tout-petit vers le bord de la piscine. Lucas était inconscient, mais respirait encore. Ils pouvaient tous voir sa petite poitrine se soulever et retomber, alors que Léo le hissait soigneusement sur le béton. Claire les atteignit en premier, prenant Lucas dans ses bras, sanglotant son nom. Pierre était juste derrière elle, effectuant déjà le CPR qu'il avait appris des années auparavant. Sophie courut vers Léo, qui se tenait tremblant d'épuisement, son pelage mouillé couvert de sang de blessures rouvertes. Le son des sirènes approchantes remplit l'air alors que Lucas commençait à tousser de l'eau, ses yeux s'ouvrant faiblement. Son premier mot, faible mais clair, fut « Léo ». Le chien, malgré qu'il pouvait à peine tenir debout, remua la queue et lécha doucement la main de Lucas. Moreau choisit ce moment pour tenter de s'échapper, se remettant sur pied et se dirigeant vers la grille. Mais Léo, ses instincts protecteurs toujours en alerte,
se déplaça pour bloquer son chemin. L'homme qui avait causé tant de douleur se retrouva face à face avec une forme différente de justice, la loyauté inébranlable d'un chien qu'il avait gravement sous-estimé. Alors que les voitures de police arrivaient dans l'allée, Sophie tendit son téléphone, toujours en train d'enregistrer. Les preuves étaient là, non seulement des menaces de Moreau, mais de sa tentative d'empêcher de sauver Lucas. Léo montait la garde, son regard sévère ne quittant jamais Moreau jusqu'à ce que la police l'ait menotté. La confrontation avait duré moins de 10 minutes, mais elle avait tout changé. Alors que les ambulanciers travaillaient sur Lucas et que la police commençait à prendre des déclarations, Léo permit enfin à son épuisement de se montrer. Il s'effondra près de Sophie. Sa mission accomplie, sa famille sauvée, sa loyauté prouvée au-delà de tout doute. Le chien qu'ils avaient abandonné était devenu leur sauveur. Et dans ces moments de crise, il leur avait montré la véritable signification de l'amour inconditionnel. Alors que les véhicules d'urgence encombraient l'allée des Dupont, l'ampleur totale de la corruption de Moreau commença à se dévoiler avec une vitesse stupéfiante. La police, répondant à l'appel d'urgence de Sophie, se retrouva face non seulement à un incident de quasi-noyade, mais au cœur d'un vaste réseau de fraude immobilière. Les preuves que Pierre avait rassemblées, combinées à l'enregistrement vidéo des menaces de Moreau par Sophie, créaient un dossier irréfutable. L'inspectrice Élise Martin, qui enquêtait discrètement sur les opérations de Moreau depuis des mois, arriva sur les lieux avec un mandat de perquisition. « Monsieur Moreau », annonça-t-elle, son badge scintillant au soleil de l'après-midi, « nous attendions que vous fassiez une erreur comme celle-ci. » L'inspectrice révéla que la tentative de Moreau d'empêcher le sauvetage de Lucas leur avait donné l'ouverture nécessaire pour avancer dans leur enquête plus large. Alors que les ambulanciers s'occupèrent de Lucas et Pierre, d'autres révélations émergèrent. Le téléphone de Moreau, tombé lors de sa confrontation avec Léo, continuait de vibrer avec des messages incriminants de ses complices. Chaque notification révélait une nouvelle couche de son entreprise criminelle, allant de la corruption de fonctionnaires municipaux à l'orchestration d'accidents pour les propriétaires non coopératifs. Le contact journaliste de Claire arriva avec une équipe de tournage, ayant été informée par le réseau d'enseignants qu'elle avait construit. L'histoire prenait déjà forme. Le stratagème d'un promoteur corrompu exposé par le retour héroïque du chien d'une famille. Le titre se répandrait bientôt à travers Boston, mais la véritable histoire se déroulait encore dans le jardin des Dupont. La documentation de Sophie sur le refuge animalier s'avéra cruciale. Alors que la police fouillait la voiture de Moreau, ils trouvèrent des registres reliant sa société de développement à un réseau illégal de combat de chiens. La cruauté même qui avait conduit les Dupont à abandonner Léo faisait partie du vaste réseau de corruption de Moreau. L'ironie était douloureuse, mais éclairante. Pierre, tenant un pack de glace sur sa tête, regardait avec stupéfaction des années de planification minutieuse de Moreau s'effondrer. L'ancienne employée qui avait fourni les premières preuves arriva, apportant avec elle une clé USB contenant des copies de sauvegarde de documents déchiquetés. « Je ne pouvais pas le laisser faire à quelqu'un d'autre ce qu'il a fait à ma famille », expliqua-t-elle, sa voix tremblante. La révélation la plus stupéfiante vint d'une source inattendue. Alors que la police escortait Moreau vers une voiture de patrouille, une berline noire élégante s'arrêta. En sortit Antoine Leclerc, le procureur de la ville, l'air grave. « Victor Moreau », annonça-t-il. « Nous construisons un dossier RICO contre vous depuis des mois. Les Dupont n'étaient pas juste des victimes. Ils faisaient partie, sans le savoir, de notre opération d'infiltration. » Le procureur expliqua comment ils avaient surveillé les activités criminelles croissantes de Moreau, attendant le bon moment pour frapper. Les preuves que Pierre avait rassemblées, le réseau d'enseignants de Claire et la documentation de Sophie sur les abus envers les animaux avaient complété sans le savoir leur enquête officielle. Mais c'était le retour dramatique de Léo et le sauvetage de Lucas qui avaient enfin tout mis au jour. La façade composée de Moreau se fissura complètement. « Vous ne comprenez pas !» grogna-t-il à la foule rassemblée. « Tout ce quartier est à moi. Je l'ai construit. Je le contrôle. » Ces mots furent accueillis par des regards froids des voisins qui avaient émergé pour assister à sa chute,
beaucoup d'entre eux tenant des téléphones, enregistrant son effondrement pour la postérité. Alors que la vérité émergeait, d'autres victimes se manifestèrent, d'autres familles qui avaient perdu leur maison, d'autres animaux qui avaient été abandonnés. Le schéma était clair et dévastateur. Moreau n'avait pas juste volé des maisons. Il avait systématiquement détruit des communautés, brisé des familles et causé des souffrances indicibles tant aux humains qu'aux animaux. La clé USB de la voiture de Moreau révéla les preuves les plus accablantes encore. Non seulement il avait orchestré la ruine financière des Dupont, mais il les avait spécifiquement ciblés à cause de Léo. Le chien loyal avait été témoin de trop nombreuses réunions tardives de Moreau, avait été présent pour trop de conversations incriminantes. Se débarrasser de Léo faisait partie de son plan dès le début. L'inspectrice Martin s'approcha de la famille avec un sourire doux. « Votre chien, dit-elle, regardant Léo être traité par un vétérinaire d'urgence sur place, a fait plus que sauver Lucas aujourd'hui. Son retour a exposé une entreprise criminelle qui empoisonne cette ville depuis des années. » L'inspectrice s'agenouilla près de Léo, tapotant doucement sa tête. Parfois, les héros viennent sous des formes inattendues. La révélation frappa les Dupont comme une force physique. Leur décision d'abandonner Léo, prise dans un moment de désespoir, avait joué directement dans les mains de Moreau. Pourtant, la loyauté et l'amour de Léo avaient transcendé leur trahison, transformant leur plus grande honte en leur rédemption ultime. Alors que la police commençait à dégager la scène, les équipes de médias installaient leur équipement pour les journaux télévisés du soir. L'histoire se répandrait bientôt à travers la nation. Un récit de corruption exposée, de justice rendue, et surtout, de la loyauté inébranlable d'un chien qui refusa d'abandonner sa famille. Mais pour les Dupont, la révélation la plus importante n'était pas à propos des crimes de Moreau ou de l'ampleur de sa corruption. C'était la compréhension que la véritable loyauté, comme celle de Léo, était une force plus puissante que la cupidité, plus durable que les épreuves, et plus transformatrice qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Alors qu'ils se rassemblaient autour de leur héros épuisé, ils réalisèrent que leur voyage de rédemption ne faisait que commencer. Amis, alors que l'histoire de Léo touche nos cœurs, nous vous invitons à rejoindre notre famille de conteurs. Chaque abonnement nous aide à partager plus de récits de loyauté, d'amour et de rédemption. Ensemble, nous pouvons célébrer ces liens incroyables entre humains et animaux. Aimez si cette loyauté vous touche. Dans l'immédiat, après le sauvetage de Lucas, l'adrénaline qui avait soutenu Léo commença à s'estomper. La vétérinaire d'urgence, Dr Valérie Dubois, travailla rapidement sur le bord de la piscine, ses mains expérimentées évaluant l'étendue des blessures de Léo. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. La semaine d'exposition, les combats avec des animaux sauvages et le sauvetage héroïque final avaient pris un lourd tribut sur son corps. Il souffrait d'un épuisement sévère, de malnutrition et de blessures internes. Dr Dubois expliqua doucement à la famille « L'eau froide et l'effort physique du sauvetage ont mis une pression énorme sur son cœur. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans le jardin soudain silencieux, où même la police et l'équipe de médias semblaient retenir leur souffle. Sophie s'agenouilla près de Léo, ses larmes tombant sur son pelage mouillé. Sa queue remuait encore faiblement à son contact, sa nature aimante inchangée, malgré tout ce qu'il avait enduré. La culpabilité de leur abandon la submergea à nouveau, alors qu'elle remarquait combien il était devenu maigre, comment son pelage autrefois brillant était maintenant couvert de sang et de saleté. Claire tenait Lucas, maintenant enveloppé dans des couvertures chaudes, sa petite main tendant pour toucher le nez de Léo. « Bon garçon », murmura le tout-petit, faisant serrer le cœur de tous. Les ambulanciers avaient autorisé Lucas. Il irait bien, grâce à l'action rapide de Léo. Mais le prix de ce sauvetage devenait terrifiant clair. Pierre se tenait légèrement à l'écart, ses propres blessures oubliées, alors qu'il regardait Dr Dubois travailler. L'ampleur de leur trahison le frappa de plein fouet. Ils avaient abandonné leurs protecteurs, leurs membres de la famille. Et pourtant, Léo était revenu pour les sauver. La dette ne pourrait jamais être remboursée.
La respiration de Léo devenait plus laborieuse, alors que Dr Dubois administrait des traitements d'urgence. Ses yeux, encore pleins d'amour, passaient d'un membre de la famille à l'autre, comme pour s'assurer qu'ils étaient tous en sécurité. Même maintenant, dans son état affaibli, sa principale préoccupation était pour eux. « Nous devons l'emmener à un hôpital vétérinaire d'urgence immédiatement », pressa Dr Dubois, sa voix tendue par une préoccupation professionnelle. « Il montre des signes d'insuffisance cardiaque, et il peut y avoir des saignements internes que nous ne pouvons pas voir. » Les mots envoyèrent un frisson à travers la foule rassemblée de voisins et d'officiels. Les minutes suivantes furent un tourbillon d'activités. Dr Dubois coordonna avec sa clinique pour préparer l'arrivée de Léo. Sophie refusa de quitter son côté, ses mains douces sur sa tête, alors qu'il le soulevait soigneusement sur une civière. Les mêmes voisins qui l'avaient plutôt rejeté comme un errant avançaient maintenant, offrant leur voiture, leur aide, tout ce qu'ils pouvaient donner. L'inspectrice Martin prit une décision rapide, fournissant une escorte policière pour dégager la voie vers l'hôpital vétérinaire. « Ce chien est un témoin clé dans notre affaire », annonça-t-elle, bien que tout le monde savait que sa véritable motivation était d'assurer que Léo reçoive de l'aide le plus rapidement possible. Alors qu'il se préparait à le déplacer, Léo fit un dernier effort. Malgré sa faiblesse, il leva la tête, regardant vers Lucas avec inquiétude dans les yeux. Ce n'est que lorsque le tout-petit sourit et fit un signe de la main que Léo se permit de se détendre légèrement, comme s'il était assuré que son dernier devoir avait été accompli. Le trajet vers l'hôpital vétérinaire fut tendu avec des peurs inexprimées. Sophie était assise à l'arrière du véhicule de docteur. Dubois, la tête de Léo sur ses genoux, murmurant des promesses qu'elle priait de pouvoir tenir. Claire suivait dans leur voiture avec Lucas, tandis que Pierre voyageait avec l'inspectrice Martin, passant des appels urgents pour organiser le paiement des soins de Léo. À travers tout cela, Léo restait calme, son esprit doux, inchangé par la souffrance. Ses yeux s'ouvraient occasionnellement pour vérifier Sophie, et sa queue remuait faiblement quand elle lui parlait. Même dans sa détresse, il semblait plus préoccupé de les réconforter que de sa propre douleur. L'obscurité croissante correspondait à l'humeur de la famille alors qu'ils arrivaient à la clinique d'urgence. Le personnel attendait avec une civière, leur visage sérieux, alors qu'ils évaluaient l'état de Léo. Alors qu'il le faisait rouler à travers les portes, sa patte se tendit légèrement, touchant la main de Sophie une dernière fois. Aucun d'eux ne pouvait savoir que ce moment de crise mènerait à une révélation encore plus profonde, une qui remettrait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la loyauté, l'amour et la véritable signification de la famille. Alors que les portes de la salle d'urgence se refermaient, les Dupont se retrouvaient face à la possibilité de perdre Léo 2 fois. Cette fois, pour toujours. Les nouvelles de l'état de Léo se répandirent dans la communauté comme une traînée de poudre. La salle d'attente de l'hôpital vétérinaire d'urgence, généralement calme à cette heure, commença à se remplir de visages familiers. Les enseignants de l'école de Claire arrivèrent en premier, apportant du café et de la nourriture pour la famille. Les amis de Sophie du refuge animalier vinrent ensuite, leurs yeux rouges de larmes, alors qu'ils la serraient dans leurs bras. Les équipes de médias locaux s'installèrent dehors, leur présence témoignant de combien l'histoire de Léo avait touché la ville. Les nouvelles du soir titrèrent avec « Chien héros lutte pour sa vie après avoir sauvé un enfant ». Les reporters interviewaient des voisins qui partageaient des histoires sur la nature douce de Léo et la vérité choquante de son abandon et de son retour triomphant. Les réseaux sociaux explosèrent de soutien. Sauver Léo commença à trender localement, puis nationalement. Le billet de blog de Sophie sur le voyage de Léo, écrit à la hâte dans la salle d'attente, devint viral en quelques heures. Les gens partageaient leurs propres histoires de loyauté animale, créant une veillée virtuelle qui s'étendait à travers le pays. La réponse la plus surprenante vint de l'élite de la ville. Alors que la corruption de Moreau s'effondrait, des figures prominentes se précipitaient pour se distancier de lui en soutenant la cause de Léo. Le maire arriva personnellement à l'hôpital,
annonçant que la ville couvrirait tous les frais médicaux de Léo. Ce chien a exposé une corruption qui empoisonnait notre communauté, déclara-t-elle à la presse rassemblée. Nous lui devons une dette qui ne peut être mesurée. À l'intérieur de l'hôpital, Dr Dubois travaillait sans relâche avec son équipe. Le diagnostic devenait plus complexe à chaque test. Le cœur de Léo avait été sollicité au-delà de ses limites, son corps épuisé par sa semaine de difficultés. L'eau froide de la piscine avait envoyé son système affaibli en état de choc. Pourtant, même alors qu'il le traitait, le personnel vétérinaire s'émerveillait de sa patience douce. Comment il remuait encore la queue quand il s'approchait. Le soutien financier affluait de sources inattendues. L'histoire d'une famille de banquiers corporatifs perdant tout, abandonnant leur chien, pour être sauvés par l'amour inconditionnel de ce même chien, toucha une corde sensible dans l'Amérique post-récession. Une campagne de financement participatif, lancée par les collègues enseignants de Claire, dépassa son objectif en quelques heures. Les entreprises locales rejoignirent l'effort. Les animaleries donnèrent des fournitures, les restaurants envoyèrent de la nourriture au personnel de l'hôpital, et une entreprise de lits pour chiens de luxe promit le lit le plus confortable de leur catalogue pour la récupération de Léo. Chaque geste, grand ou petit, aidait à soulager la culpabilité et le chagrin écrasant des Dupont. Le refuge animalier, où Sophie faisait du bénévolat, devint un centre d'activité. Les gens faisaient en la queue pour adopter des animaux, inspirés par l'histoire de Léo. La directrice du refuge, dépassée par la réponse, créa le fonds de l'héritage de Léo pour aider les familles à garder leurs animaux pendant les difficultés financières. Personne ne devrait avoir à choisir entre nourrir ses enfants et garder son chien, dit-elle au reporter. Alors que la nuit tombait, la veillée dehors de l'hôpital grandissait. Les gens apportaient des bougies, créant une lueur douce qui illuminait les visages inquiets. Les enfants tenaient des dessins faits à la main de Léo, tandis que les adultes partageaient des histoires de leurs propres animaux bien-aimés. Le rassemblement devint un témoignage de comment la loyauté d'un chien pouvait unir une communauté entière. L'inspectrice Martin tenait à tenir la famille informée des progrès de l'enquête. Chaque nouvelle révélation sur les crimes de Moreau rendait les actions de Léo plus significatives. « Votre chien n'a pas juste sauvé Lucas », leur dit-elle doucement. Il a sauvé d'innombrables autres familles de devenir victimes de ce stratagème. La salle d'attente de l'hôpital devint un centre de commandement improvisé pour l'enquête et le mouvement de soutien croissant. Sophie coordonnait avec des bénévoles sur les réseaux sociaux, tandis que Claire parlait avec les reporters, partageant l'histoire de Léo avec dignité malgré ses larmes. Pierre travaillait avec l'inspectrice Martin, fournissant des preuves supplémentaires qui émergeaient à la lumière des événements de la journée. Alors que minuit approchait, Dr Dubois émergea de la zone de traitement, son visage montrant la tension des heures de soins intensifs. La salle d'attente devint silencieuse alors qu'elle s'approchait de la famille. Derrière elle, à travers les portes, il pouvait voir Léo, connecté à diverses machines, son pelage doré maintenant propre, mais son corps terrifiant immobile. La communauté retint son souffle, unie dans l'espoir et la peur pour un chien qui avait démontré la forme la plus pure d'amour et de loyauté. À cet instant, alors qu'ils attendaient les nouvelles de Dr Dubois, l'impact réel du voyage de Léo devint clair. Il n'avait pas juste sauvé un enfant ou exposé une corruption. Il avait rappelé à une ville entière le pouvoir de l'amour inconditionnel et la véritable signification de la rédemption. Les nouvelles de Dr Dubois sur l'état de Léo coïncidèrent avec une révélation choquante de l'inspectrice Martin. Alors que la famille se blottissait dans la salle d'attente, l'inspectrice arriva avec un dossier épais et une expression grave. « Ce que nous avons découvert va bien au-delà de la fraude immobilière », commença-t-elle, étalant des documents sur la petite table. Les preuves dessinaient un tableau troublant. Moreau n'avait pas ciblé les Dupont au hasard. Ils avaient été soigneusement choisis. Leur registre financier montrait une activité suspecte, remontant à des mois avant que leurs ennuis ne commencent. Quelqu'un avait systématiquement manipulé leurs comptes, créant les vulnérabilités mêmes que Moreau exploiterait plus tard. « Regardez ces dates »,
souligna Martin, mettant en évidence une série de transactions. Chaque fois que Pierre faisait un investissement important, des informations internes étaient divulguées à l'organisation de Moreau. Il connaissait vos mouvements avant même que vous ne les fassiez. Les mots de l'inspectrice firent s'enfoncer Pierre plus profondément dans son siège, réalisant à quel point ils avaient été manipulés. Mais la révélation la plus choquante concernait Léo. Des images de caméras de sécurité récupérées du bureau de Moreau montraient de nombreuses occasions où Léo avait été présent lors de conversations sensibles. « Votre chien était un témoin involontaire », expliqua Martin. Les hommes de Moreau ont remarqué comment Léo réagissait à certains visiteurs, grognant contre ceux impliqués dans des activités illégales. Ils le voyaient comme une menace. Les recherches de Sophie au refuge animalier prirent soudain une nouvelle signification. Le schéma des disparitions d'animaux dans les zones de développement de Moreau n'était pas fortuit. Ils éliminaient systématiquement les témoins potentiels. Les animaux sont plus perspicaces que les humains ne le pensent, poursuivit Martin. Moreau le savait. La conspiration s'étendait jusqu'à l'hôtel de ville. Des fonctionnaires avaient été payés pour fermer les yeux lorsque des familles signalaient des activités suspectes. Des inspecteurs du bâtiment avaient été soudoyés pour trouver des violations dans les propriétés ciblées. Même certains policiers avaient été compromis, expliquant pourquoi les plaintes antérieures contre Moreau n'avaient abouti à rien. Le réseau d'enseignants de Claire avait, sans le savoir, documenté une partie du stratagème. Leur registre d'élèves déménageant soudainement, de familles disparaissant du jour au lendemain, créait une carte des opérations de Moreau. Vous collectiez des preuves sans vous en rendre compte, dit Martin à Claire. Chaque histoire que vous avez recueillie était une pièce du puzzle. L'inspectrice révéla que plusieurs familles ayant perdu leur maison avaient également signalé la disparition de leurs animaux ou leur obligation de les abandonner. Ce n'étaient pas juste des effets secondaires tragiques des difficultés financières. Cela faisait partie de la stratégie de Moreau. Il comprenait que les animaux attachent les gens à leur maison, expliqua Martin. Enlevez l'animal et vous brisez l'esprit de la famille. Le détective privé de Pierre avait découvert des comptes offshore reliant Moreau au crime organisé. Les stratagèmes immobiliers n'étaient que la surface. En dessous se trouvait un réseau de blanchiment d'argent et de raquettes qui s'étendait sur toute la côte Est. Le quartier des Dupont n'avait été qu'une pièce d'une vaste entreprise criminelle. Mais le retour de Léo avait tout bouleversé. Son sauvetage dramatique de Lucas n'avait pas juste exposé les crimes immédiats de Moreau. Il avait créé un projecteur médiatique qui illuminait toute son opération. « Votre chien », dit Martin avec admiration, a réussi à faire ce que des années de travail policier n'ont pas pu. Il a tout fait s'effondrer. Les preuves s'accumulaient alors que d'autres enquêteurs arrivaient avec leurs découvertes. Le téléphone de Moreau contenait des messages cryptés sur la manière de gérer les Dupont. La menace contre Lucas n'avait pas été un accident. C'était une tentative calculée de faire taire la famille pour de bon. Le retour opportun de Léo avait empêché quelque chose de bien pire que la ruine financière. Sophie, écoutant ces révélations tout en regardant Léo à travers la fenêtre des soins intensifs, ressentit une nouvelle vague de culpabilité et de gratitude la submerger. Leur fidèle compagnon n'avait pas juste sauvé Lucas de la noyade. Il avait sauvé toute la famille d'un destin qu'il n'avait même pas réalisé les attendre. La véritable profondeur de la loyauté de Léo devint claire. Même pendant sa semaine d'abandon, il avait fait son chemin de retour, non seulement par amour, mais par un instinct protecteur profond. Il avait senti le danger pour sa famille et avait lutté contre le temps, la nature et ses propres blessures pour revenir quand ils avaient le plus besoin de lui. Alors que la nuit s'approfondissait et que davantage de preuves émergeaient, la famille commença à comprendre que leur histoire d'abandon et de rédemption faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Le voyage de Léo vers la maison était devenu un phare d'espoir pour d'innombrables autres familles touchées par les crimes de Moreau. Et son courage avait mis en mouvement des événements qui apporteraient de la justice à bien plus que juste les Dupont. Dans les jours qui suivirent, alors que Léo luttait pour sa vie à l'hôpital vétérinaire, la justice avança avec une vitesse sans précédent,
L'arrestation de Moreau déclencha un effet domino à travers la structure de pouvoir de Boston. Le bureau du procureur, armé des preuves de l'enquête policière et de la documentation involontaire des Dupont, commença les arrestations à l'aube. Des membres du conseil municipal furent sortis de leur maison menottée, leur implication dans les stratagèmes de Moreau enfin exposée. Des cadres bancaires qui avaient aidé à identifier les familles vulnérables se retrouvèrent face à des accusations fédérales. Inspecteurs du bâtiment, policiers corrompus et divers autres conspirateurs voyaient leur monde soigneusement construit s'effondrer. La couverture médiatique était implacable. Les gros titres criaient à propos du « chien héros qui a exposé la corruption à l'échelle de la ville » et « un animal fidèle fait tomber un empire criminel ». Chaque chaîne d'information présentait l'histoire de Léo, montrant le contraste entre sa vie comme animal bien-aimé des Dupont et son voyage désespéré vers la maison. Les images de son sauvetage dramatique de Lucas devinrent un symbole de triomphe sur la corruption. Peut-être la justice la plus satisfaisante vint sous forme de restitution de propriété. Le bureau du procureur gela tous les actifs de Moreau et entama le processus de restitution des maisons aux familles qui avaient été frauduleusement expulsées. Les Dupont ne gardèrent pas juste leurs maisons, ils aidaient d'autres familles à récupérer les leurs. La documentation de Sophie sur le refuge animalier s'avéra cruciale d'une autre manière. Le lien avec les réseaux illégaux de combat de chiens mena les enquêteurs dans des coins encore plus sombres de l'opération de Moreau. Plusieurs rings de combat furent démantelés et des dizaines de chiens furent sauvés. La directrice du refuge, submergée par la tragédie et l'espoir, créa un programme spécial de réhabilitation nommé en l'honneur de Léo. Le réseau d'enseignants de Claire se transforma en un système de soutien pour les familles affectées. Le district scolaire établit un programme pour aider les élèves dont les familles avaient été déplacées, garantissant qu'aucune éducation d'enfants ne serait perturbée par les crimes de Moreau. Le surintendant remercia publiquement Claire pour son rôle dans l'exposition de la corruption, la promouvant à la tête d'un nouveau programme de défense des familles. Pierre trouva la rédemption d'une manière inattendue. Son expérience avec l'addiction au jeu et la manipulation financière le rendit précieux pour l'accusation. Il commença à travailler avec d'autres victimes, les aidant à comprendre comment elles avaient été ciblées et leur enseignant à reconnaître les signes de stratagèmes prédateurs. Sa reconnaissance honnête de ses erreurs lui valut respect et pardon. L'enquête révéla que les propres caméras de sécurité de Moreau avaient capturé une grande partie de son activité criminelle. Dans une ironie du sort, son habitude paranoïaque d'enregistrer tout fournissait certaines des preuves les plus solides contre lui. Les images le montraient complotant, avec des fonctionnaires corrompus, menaçant des familles et même discutant du plan pour éliminer l'interférence des Dupont. L'inspectrice Martin tint une conférence de presse, annonçant que l'affaire s'était étendue à d'autres villes. L'opération de Moreau avait des tentacules s'étendant dans les développements immobiliers à travers le Nord-Est. Chaque nouvelle révélation apportait plus d'accusations, plus d'arrestations et plus de familles se manifestant avec leurs histoires de perte et d'exploitation. Les procédures légales avançaient rapidement. Moreau, face à des preuves écrasantes et abandonné par ses conspirateurs, tenta de négocier un plaidoyer. Le procureur, conscient de l'indignation publique, refusa tout accord qui n'incluait pas une restitution complète aux victimes. L'homme qui avait bâti un empire sur la misère des autres se retrouva face à des décennies de prison. À travers tout cela, les Dupont maintinrent leur veille à l'hôpital vétérinaire. La justice rendue importait peu comparée à leur inquiétude pour Léo. Chaque nouvelle arrestation, chaque conspiration exposée ne faisait que souligner la profondeur de leur dette envers leurs fidèles compagnons. Son sacrifice n'avait pas seulement sauvé Lucas, mais avait fait tomber une entière entreprise criminelle. Alors que les reporters se rassemblaient chaque jour devant l'hôpital, cherchant des mises à jour sur l'état de Léo, l'histoire évolua d'un récit de corruption et de cupidité à un récit de loyauté, de rédemption et du lien indéfectible entre les humains et leurs compagnons animaux. La vue des enfants laissant des cartes et des dessins pour Léo, des familles partageant des histoires de dévouement de leurs propres animaux,
parlait de quelque chose de plus profond que la simple justice criminelle. La vérité avait été révélée, la justice était rendue, mais la révélation la plus importante restait profondément personnelle. Les Dupont, veillant sur leur chien bien-aimé en soins intensifs, comprirent que la loyauté inébranlable de Léo n'avait pas juste exposé une conspiration criminelle. Elle avait révélé la véritable signification de la famille, du pardon et de l'amour inconditionnel. Dites-nous ce que vous en pensez. La récupération de Léo défia les attentes médicales. Après 3 semaines à l'hôpital vétérinaire, sa force revint graduellement. Dr Dubois appela cela un miracle, mais ceux qui connaissaient l'histoire de Léo comprenaient que c'était son esprit inébranlable et l'amour de sa famille qui l'avait tiré à travers. Chaque jour apportait de petites victoires, sa queue remuant plus fort, ses yeux plus brillants, sa personnalité douce transparaissant malgré son épreuve. Les Dupont ne quittèrent jamais son côté. Sophie dormait dans la salle d'attente, complétant ses devoirs entre les visites à la chambre de Léo. Claire arrangea son emploi du temps d'enseignement autour des visites à l'hôpital, souvent corrigeant des copies assises près de son lit. Pierre travaillait à distance depuis l'hôpital, coordonnant avec les procureurs tout en maintenant sa veille. Même le petit Lucas, autorisé à de courtes visites, chantait à Léo avec sa voix de tout petit, provoquant un remuement de queue, même les jours les plus difficiles. Le jour où Léo fut enfin autorisé à rentrer chez lui, devint une célébration communautaire. La rue menant à la maison des Dupont était bordée de bienveillants, beaucoup tenant des pancartes et des ballons. Les enfants qui avaient suivi son histoire aux nouvelles lançaient des pétales de fleurs alors que la voiture familiale passait. Léo, encore faible mais alerte, regardait tout cela avec une curiosité douce depuis les genoux de Sophie. Leur maison avait été transformée. La communauté s'était mobilisée pendant le séjour de Léo à l'hôpital, rénovant la maison pour faciliter sa récupération. Le jardin, autrefois lieu de presque tragédie, fut redessiné avec une clôture sécurisée et une rampe douce pour les jambes affaiblies de Léo. La piscine avait été comblée, remplacée par un jardin dédié aux secondes chances. Le procès de Moreau se conclut pendant la récupération de Léo, aboutissant à une peine de 40 ans. Le juge, dans une démarche sans précédent, permit à Léo d'être présent pour le verdict. « Ce chien loyal, » déclara le juge, « nous a montré que la justice, comme l'amour, trouve son chemin vers la maison. » Moreau, voyant Léo en bonne santé et entouré d'amour, montra enfin son premier signe de remords sincère. La situation financière des Dupont fut entièrement restaurée. L'enquête du FBI avait récupéré la plupart des actifs volés, et des règlements civils fournirent une compensation supplémentaire. Mais les priorités de la famille avaient changé. Pierre quitta la banque d'investissement, utilisant son expérience pour lancer une organisation à but non lucratif, aidant les familles à éviter les stratagèmes prédateurs. Le travail de plaidoyer de Claire pour les familles déplacées devint sa passion. Le blog de Sophie sur le voyage de Léo évolua en une plateforme largement suivie pour le bien-être animal. Elle collabora avec le refuge pour créer le programme Seconde Chance de Léo, aidant les familles à garder leurs animaux pendant les difficultés financières. Le programme se répandit rapidement dans d'autres villes, son succès témoignant de l'impact qu'une histoire de chien pouvait avoir. La réhabilitation de Léo devint une mission familiale. Chaque petit pas était célébré. Sa première promenade autour du pâté de maison, son premier aboiement joueur, sa première baignade dans la petite piscine installée pour sa thérapie. Ces progrès inspirèrent d'autres, et l'hôpital vétérinaire utilisa son cas pour développer de nouveaux protocoles pour traiter les traumatismes chez les animaux abandonnés. Le quartier changea aussi. Le sens de la communauté qui avait été perdu sous le règne de corruption de Moreau revint plus fort que jamais. Les rassemblements hebdomadaires dans le jardin nouvellement rénové des Dupont devinrent une tradition, avec Léo tenant court comme l'hôte affable. Sa présence était un rappel du pouvoir du pardon et de la résilience. Lucas, bien que trop jeune pour comprendre pleinement les événements, développa un lien indéfectible avec Léo. Les instincts protecteurs du chien restaient d'eau fort, mais venaient maintenant d'un lieu de joie plutôt que de nécessité.
les regarder jouer ensemble. Il était difficile de croire qu'il y avait eu un temps où la famille avait envisagé de laisser partir Léo. Un an après le sauvetage, les Dupont organisèrent une célébration de la vie. L'événement honorait non seulement la récupération de Léo, mais la restauration d'une communauté entière. Alors que Léo reposait dans son endroit préféré du jardin, entouré de la famille qu'il avait sauvée et de la communauté qu'il avait aidé à guérir, ses yeux portaient le même amour inconditionnel qu'ils avaient toujours montré. La résolution n'était pas juste une question de justice rendue ou de tort réparé. C'était une compréhension profonde que l'amour, surtout l'amour pur et inconditionnel d'un chien, avait le pouvoir de guérir non seulement des cœurs, mais des communautés entières. Le voyage de Léo, d'un animal abandonné à un héros, avait changé tous ceux qu'il touchait, leur rappelant que la véritable loyauté ne connaît pas de limites. L'histoire de Léo devint plus qu'un simple récit d'héroïsme et de rédemption. Elle déclencha un changement durable dans la manière dont la société voyait le lien entre les humains et leurs compagnons animaux. L'Assemblée législative de l'État adopta la loi de Léo, faisant de l'abandon des animaux pendant les saisies immobilières un crime, et exigeant des banques d'inclure une assistance à la relocalisation des animaux dans leur programme de difficulté. L'expérience des Dupont transforma la mission de leur famille. Pierre établit la Fondation des Compagnons Fidèles, offrant des conseils financiers et un financement d'urgence pour les soins des animaux aux familles en crise. La devise de la Fondation, « Aucune famille complète sans son cœur », devint un cri de ralliement pour les défenseurs du bien-être animal à travers le pays. La classe de Claire devint un modèle pour l'éducation humaine. Elle développa un programme d'enseignement qui apprenait aux enfants l'empathie et la responsabilité à travers des histoires de loyauté animale. Le programme, mettant en avant le voyage de Léo comme pièce centrale, fut adopté par des écoles à travers le pays. Les élèves apprenaient non seulement la gentillesse envers les animaux, mais aussi les significations plus profondes de la loyauté, du pardon et de la rédemption. Le travail de plaidoyer de Sophie s'étendit au-delà de son blog initial. Lorsqu'elle entra à l'université, elle avait aidé à établir un réseau de refuges d'urgence pour animaux dans les grandes villes. Ces installations de havres sûrs fournissaient un logement temporaire pour les animaux pendant que les familles se remettaient sur pied. Le taux de succès du programme à réunir les familles avec leurs animaux devint une source de fierté nationale. Lucas grandit, en comprenant l'impact profond de l'amour de Léo. Ses premiers souvenirs, bien que flous, se concentraient autour du chien doux qui avait sauvé sa vie. En grandissant, il devint un défenseur passionné des droits des animaux, accompagnant souvent Sophie dans les refuges et parlant dans les écoles de son lien spécial avec Léo. L'intérêt médiatique pour l'histoire de Léo ne s'estompa jamais complètement. Les réalisateurs de documentaires, les auteurs et les journalistes continuaient de trouver de nouveaux angles à explorer. Chaque nouvelle narration mettait en avant différents aspects: l'exposition de la corruption, le pouvoir de la communauté, le triomphe de la loyauté sur l'adversité. Mais toutes se concentraient sur le lien indéfectible entre un chien et sa famille. Léo vécut ces années entouré d'amour, son esprit doux touchant tous ceux qu'il rencontrait. Bien que les cicatrices physiques de son épreuve s'estompent, son impact sur la communauté ne faisait que croître. La célébration annuelle du jour de Léo devint un événement à l'échelle de la ville, promouvant l'adoption d'animaux et la solidarité communautaire. Le quartier des Dupont se transforma en un modèle de planification communautaire favorable aux animaux. Les parcs incluaient des zones dédiées aux chiens, les commerces locaux accueillaient les animaux, et le refuge animalier maintenait une politique de non-euthanasie. Les changements se répandirent dans les communautés environnantes, créant un effet d'ondulation de changements positifs. L'héritage s'étendit également au système légal. Les affaires impliquant la cruauté ou l'abandon d'animaux étaient traitées avec un nouveau sérieux. Les juges citaient souvent le précédent de Léo, en prononçant des sentences, reconnaissant que les crimes contre les animaux indiquaient souvent des problèmes sociaux plus profonds, nécessitant une intervention. Peut-être l'héritage le plus significatif était celui silencieux, mesuré dans les innombrables familles qui,
face à leur propre crise, choisirent de garder leurs animaux parce que l'aide était maintenant disponible. Les systèmes de soutien nés de l'histoire de Léo créèrent un filet de sécurité qui attrapa des milliers de familles avant qu'elles ne soient confrontées aux choix désespérés auxquels les Dupont avaient été confrontés. Des années plus tard, lorsqu'on leur demandait à propos de leur expérience, les Dupont revenaient toujours au même thème. Comment l'amour inconditionnel d'un chien n'avait pas seulement sauvé leur famille, mais avait déclenché un mouvement de compassion et de changement. L'histoire de Léo devint un témoignage de l'impact extraordinaire que l'amour ordinaire pouvait avoir lorsqu'il était testé par des circonstances extraordinaires. Alors que Léo vivait paisiblement ses années dorées dans le jardin qu'il avait aidé à créer, son héritage continuait de croître. Chaque nouvelle famille aidée, chaque animal sauvé, chaque communauté transformée, ajoutait un autre chapitre à une histoire qui avait commencé avec une simple vérité: que la forme la plus pure d'amour ne connaît pas de limites, ne garde pas de rancune, et n'abandonne jamais ceux qui l'appellent famille. Un petit like pour soutenir Léo. L'histoire de Léo, ce Golden Retriever au cœur immense, m'a profondément bouleversé, comme une vague d'émotions qui déferle sans prévenir, révélant à la fois la beauté et la fragilité de l'existence. Dès les premières lignes, on découvre un chien abandonné par ceux qui l'aimaient sans condition. Un acte qui, dans la culture française, résonne comme une trahison presque impardonnable, tant nous chérissons la loyauté et les liens familiaux, qu'ils soient humains ou animaux. Pourtant, ce qui m'a frappé, c'est la capacité de Léo à transcender cette douleur, à courir vers ceux qui l'avaient rejeté, poussé par un amour pur, désintéressé, presque christique dans son abnégation. En France, où l'on aime philosopher sur la nature humaine et ses paradoxes, cette histoire nous pousse à nous interroger. Qu'est-ce qui fait la noblesse d'un être? Est-ce la force physique, l'intelligence, ou cette fidélité qui défie toute logique? Léo, avec son pelage doré sali par la boue et ses pattes blessées, incarne une réponse silencieuse mais éclatante. C'est l'amour qui donne du sens à la vie, même dans les moments les plus sombres. L'épreuve des Dupont, cette famille apparemment parfaite qui sombre dans le désespoir, m'a rappelé combien la vie peut être un théâtre cruel, où les masques tombent et où les apparences s'effritent sous le poids des erreurs humaines. Pierre, banquier talentueux devenu joueur désespéré. Claire, enseignante douce mais brisée. Et Sophie, adolescente idéaliste confrontée à la dureté du monde, représentent des figures universelles que l'on pourrait croiser dans nos propres rues, de Paris à Lyon. Leur décision d'abandonner Léo, bien que motivée par la peur et la misère, est un miroir tendu vers nous tous. Qui n'a jamais cédé à la panique, pris une décision regrettable sous la pression? Mais ce qui rend cette histoire si française, c'est la rédemption qui s'ensuit. Chez nous, on aime les récits où l'on tombe pour mieux se relever, où le pardon et la reconstruction viennent panser les plaies. Léo, en sauvant Lucas dans cette piscine glacée, ne sauve pas seulement un enfant, il sauve une famille entière de sa propre chute morale, leur offrant une chance de réparer leurs fautes. Cette idée de seconde chance, si chère à notre culture, m'a touché au plus profond de l'âme. Ce qui m'a aussi ému, c'est la manière dont Léo, malgré son abandon, ne juge jamais. En France, où l'on débat souvent de justice et de morale, son attitude est une leçon d'humilité. Il ne calcule pas, ne rancune pas, ne demande rien en retour. Alors que les Dupont pleurent leur honte, lui revient avec une queue frétillante et des yeux pleins d'amour. Cela m'a fait réfléchir à nos relations humaines, souvent entachées de ressentiment ou d'attente. Combien de fois ai-je moi-même gardé une rancœur, refusé de tendre la main par orgueil? Léo nous montre qu'aimer sans condition, même après avoir été trahi, est une force rare, presque surnaturelle. Et puis, il y a cette communauté qui se mobilise autour de lui, des voisins aux journalistes, des enseignants aux politiques. Cela évoque l'esprit français de solidarité, cet élan collectif qu'on voit dans nos villages, ou lors de grandes causes nationales, où l'individu s'efface pour le bien commun.
Léo devient un symbole, un pont entre les âmes, rappelant que même dans une société parfois cynique, l'espoir peut renaître d'un simple acte de courage. Les leçons que je tire de cette histoire sont nombreuses et s'appliquent à ma vie de tous les jours. D'abord, la loyauté de Léo m'invite à cultiver la constance dans mes relations, à ne pas abandonner ceux que j'aime, même quand la tempête gronde. Dans un monde où tout va vite, où l'on zappe d'une amitié à une autre, je veux prendre le temps de construire des liens solides, comme ceux qu'un chien offre à son maître. Ensuite, sa capacité à pardonner me pousse à lâcher mes rancunes. Pourquoi m'accrocher à des blessures anciennes, alors que la vie, comme Léo le montre, peut être si généreuse en nouvelles chances? Je pense à mes petites querelles familiales ou professionnelles. Et si je choisissais de tendre la main plutôt que de tourner le dos? Enfin, son courage face à l'adversité, les coyotes, la faim, la pluie, m'inspirent à persévérer dans mes propres combats. Que ce soit un projet difficile au travail ou un rêve personnel, je veux avancer, pas à pas, avec la même ténacité que ce chien blessé, mais déterminé. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples mais puissants. Je m'efforce d'être plus présente pour mes proches, d'écouter sans juger, comme Léo écoutait Sophie dans le jardin. Je prends aussi le temps de soutenir ceux qui traversent des moments durs, que ce soit un ami en difficulté ou une cause dans mon quartier. Car l'histoire de Léo prouve qu'un petit acte peut changer une destinée. Et quand je doute de moi, je me souviens de son regard confiant, même au bord de l'épuisement, pour me rappeler que la force vient de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. Cette histoire m'a aussi sensibilisé à la cause animale, si chère aux Français, qui adorent leurs compagnons à quatre pattes. Je donne désormais un peu de mon temps à un refuge local, car si Léo a pu sauver une famille, combien d'autres animaux attendent une chance de briller? En somme, l'histoire de Léo est une ode à l'amour, au pardon et à la résilience, des valeurs qui résonnent dans l'âme française. Elle nous rappelle que la vie, même dans ses heures les plus sombres, offre toujours une lumière à saisir, à condition d'avoir le cœur assez grand pour la voir. Léo n'est pas juste un chien, il est un maître silencieux qui nous enseigne comment vivre avec dignité, aimer sans mesure et croire en la rédemption, pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, chers amis, si ce récit vous a autant ému que moi, je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour saluer la bravoure de Léo. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un peu d'espoir dans leur journée. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires qui réchauffent le cœur. Et racontez-nous en commentaire ce que cette aventure vous inspire. Ensemble, faisons vivre l'héritage de Léo. Un like, un partage, un mot à la fois. Ce Golden Retriever au cœur immense m'a profondément bouleversé, comme une vague d'émotions qui déferle sans prévenir, révélant à la fois la beauté et la fragilité de l'existence. Dès les premières lignes, on découvre un chien abandonné par ceux qui l'aimaient sans condition. Un acte qui, dans la culture française, résonne comme une trahison presque impardonnable, tant nous chérissons la loyauté et les liens familiaux, qu'ils soient humains ou animaux. Pourtant, ce qui m'a frappé, c'est la capacité de Léo à transcender cette douleur, à courir vers ceux qui l'avaient rejeté, poussé par un amour pur, désintéressé, presque christique dans son abnégation. En France, où l'on aime philosopher sur la nature humaine et ses paradoxes, cette histoire nous pousse à nous interroger. Qu'est-ce qui fait la noblesse d'un être? Est-ce la force physique, l'intelligence, ou cette fidélité qui défie toute logique? Léo, avec son pelage doré sali par la boue et ses pattes blessées, incarne une réponse silencieuse, mais éclatante. C'est l'amour qui donne du sens à la vie, même dans les moments les plus sombres. L'épreuve des Dupont, cette famille apparemment parfaite qui sombre dans le désespoir, m'a rappelé combien la vie peut être un théâtre cruel, où les masques tombent et où les apparences s'effritent sous le poids des erreurs humaines. Pierre, banquier talentueux devenu joueur désespéré, Claire, enseignante douce mais brisée, et Sophie, adolescente idéaliste confrontée à la dureté du monde,
représentent des figures universelles que l'on pourrait croiser dans nos propres rues, de Paris à Lyon. Leur décision d'abandonner Léo, bien que motivée par la peur et la misère, est un miroir tendu vers nous tous. Qui n'a jamais cédé à la panique, pris une décision regrettable sous la pression? Mais ce qui rend cette histoire si française, c'est la rédemption qui s'ensuit. Chez nous, on aime les récits où l'on tombe pour mieux se relever, où le pardon et la reconstruction viennent panser les plaies. Léo, en sauvant Lucas dans cette piscine glacée, ne sauve pas seulement un enfant. Il sauve une famille entière de sa propre chute morale, leur offrant une chance de réparer leurs fautes. Cette idée de seconde chance, si chère à notre culture, m'a touché au plus profond de l'âme. Ce qui m'a aussi ému, c'est la manière dont Léo, malgré son abandon, ne juge jamais. En France, où l'on débat souvent de justice et de morale, son attitude est une leçon d'humilité. Il ne calcule pas, ne rancune pas, ne demande rien en retour. Alors que les Dupont pleurent leur honte, lui revient avec une queue frétillante et des yeux pleins d'amour. Cela m'a fait réfléchir à nos relations humaines, souvent entachées de ressentiment ou d'attente. Combien de fois ai-je moi-même gardé une rancœur, refusé de tendre la main par orgueil? Léo nous montre qu'aimer sans condition, même après avoir été trahi, est une force rare, presque surnaturelle. Et puis, il y a cette communauté qui se mobilise autour de lui, des voisins aux journalistes, des enseignants aux politiques. Cela évoque l'esprit français de solidarité, cet élan collectif qu'on voit dans nos villages ou lors de grandes causes nationales, où l'individu s'efface pour le bien commun. Léo devient un symbole, un pont entre les âmes, rappelant que même dans une société parfois cynique, l'espoir peut renaître d'un simple acte de courage. Les leçons que je tire de cette histoire sont nombreuses et s'appliquent à ma vie de tous les jours. D'abord, la loyauté de Léo m'invite à cultiver la constance dans mes relations, à ne pas abandonner ceux que j'aime, même quand la tempête gronde. Dans un monde où tout va vite, où l'on zappe d'une amitié à une autre, je veux prendre le temps de construire des liens solides, comme ceux qu'un chien offre à son maître. Ensuite, sa capacité à pardonner me pousse à lâcher mes rancunes. Pourquoi m'accrocher à des blessures anciennes, alors que la vie, comme Léo le montre, peut être si généreuse en nouvelles chances? Je pense à mes petites querelles familiales ou professionnelles. Et si je choisissais de tendre la main plutôt que de tourner le dos? Enfin, son courage face à l'adversité, les coyotes, la faim, la pluie, m'inspirent à persévérer dans mes propres combats. Que ce soit un projet difficile au travail ou un rêve personnel, je veux avancer, pas à pas, avec la même ténacité que ce chien blessé, mais déterminé. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples, mais puissants. Je m'efforce d'être plus présente pour mes proches, d'écouter sans juger, comme Léo écoutait Sophie dans le jardin. Je prends aussi le temps de soutenir ceux qui traversent des moments durs, que ce soit un ami en difficulté ou une cause dans mon quartier. Car l'histoire de Léo prouve qu'un petit acte peut changer une destinée. Et quand je doute de moi, je me souviens de son regard confiant, même au bord de l'épuisement, pour me rappeler que la force vient de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. Cette histoire m'a aussi sensibilisé à la cause animale, si chère aux Français, qui adorent leurs compagnons à quatre pattes. Je donne désormais un peu de mon temps à un refuge local, car si Léo a pu sauver une famille, combien d'autres animaux attendent une chance de briller? En somme, l'histoire de Léo est une ode à l'amour, au pardon et à la résilience, des valeurs qui résonnent dans l'âme française. Elle nous rappelle que la vie, même dans ses heures les plus sombres, offre toujours une lumière à saisir, à condition d'avoir le cœur assez grand pour la voir. Léo n'est pas juste un chien, il est un maître silencieux qui nous enseigne comment vivre avec dignité, aimer sans mesure et croire en la rédemption, pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, chers amis, si ce récit vous a autant ému que moi, je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour saluer la bravoure de Léo. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un peu d'espoir dans leur journée. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires qui réchauffent le cœur. Et racontez-nous en commentaire
ce que cette aventure vous inspire. Ensemble, faisons vivre l'héritage de Léo. Un like, un partage, un mot à la fois.